Michel Fourniret, c'est un joueur d'échecs. Michel Fourniret, c'est très simple, sa personnalité, il déplace les pions. D'après les experts, il serait le tueur en série le plus abouti de France. Le corps d'Estelle Mouzin, disparu il y a 23 ans, n'a jamais été retrouvé. Monique Olivier se présente comme une femme soumise qui a peur de son mari. Et à ce moment-là, on entre dans le fantasme de Michel Fourniret, qui est le fantasme de la virginité. Sa complicité, elle est juste abominable quand on y pense. Elle a servi d'appât, elle a utilisé son fils comme appât, elle lavait préalablement le corps des victimes. Quand on pense à tout ça, on se dit juste que sa participation, elle est abominable. Mais quand est-ce que cette femme va prendre conscience, effectivement, de ce qu'elle est en train de faire? Bonjour, moi c'est Gauthier. Je suis le premier expert psychologue à avoir expertisé Monique Olivier, la femme de Michel Fourniret, en 2004. Cette femme qui a été complice des meurtres les plus abominables. Monique Olivier qui a surtout mis en évidence aussi toutes les difficultés à mettre la lumière sur ce dossier et qui a surtout épinglé les défaillances d'une justice. Je vous dévoile tout sur cette affaire, sur qui est Monique Olivier, sur les gens. Bonjour à tous, aujourd'hui émission exceptionnelle sur l'affaire Fourniret. Alors Michel Fourniret, c'est un des plus grands tueurs en série français qui a kidnappé, violé et tué beaucoup trop de jeunes femmes entre 1987 et 2003 en France et en Belgique. Il a reconnu avoir commis 11 meurtres, mais il est suspecté dans beaucoup d'autres affaires de disparition de jeunes filles. Et ce qui rend cette affaire aussi unique, pourquoi elle a fait autant de bruit, c'est parce qu'il n'a jamais agi seul, il était toujours accompagné de sa femme Monique Olivier. Et c'est surtout à elle que nous allons nous intéresser aujourd'hui, puisqu'on reçoit Gauthier, le premier psychologue qui l'a expertisé. Il a passé de longues heures avec elle en tête-à-tête. Monique Olivier, c'est elle qui servait d'appât, c'est elle qui attirait les victimes pour les kidnapper. C'est aussi elle qui vérifiait que les victimes soient vierges, pour faire plaisir à son mari, donc Michel Fourniret. Et ils se sont rencontrés quand Michel Fourniret était en prison. Il purgeait une peine d'agression sexuelle. Leur relation a versé dans des échanges épistolaires puisqu'ils se sont envoyés plus de 700 pages de lettres où il était clairement noté tout leur plan diabolique. Dans ces lettres, Fourniret indiquait clairement la volonté qu'il avait de violer des jeunes filles vierges. Et ces lettres ont échappé à la vigilance du personnel pénitentiaire qui n'a jamais ouvert ses courriers. Alors est-ce que tout aurait pu être évité? Qui était vraiment celle qu'on surnommait l'amante diabolique? A-t-elle essayé de biaiser les psychiatres et les psychologues? Comment s'y est-elle prise? C'est parti pour une nouvelle émission d'exception sur Legend Story avec Gauthier Pierson. Vous allez voir un nouvel ami belge, un peu à la Philippe Boxo. C'est parti, Legend Story, c'est tous les mardis à 11h sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Bonjour Gauthier. Bonjour Lola. Très contente de te recevoir. Alors toi, t'es le premier psychologue qui a expertisé Monique Olivier. Du coup, on va revenir un peu sur toute l'affaire et surtout qui elle est. C'est quoi la particularité dans cette affaire? Pourquoi elle fait autant de bruit? Écoute, la plus grande particularité, à mon sens, de cette affaire, c'est que c'est une des rares fois où on a un couple qui va procéder à vraiment toute une histoire criminelle et à des meurtres qui sont complètement ineffables autour d'enfants, avec la participation d'une femme et la complicité d'une femme dans une intention meurtrière d'un homme. Cette complicité est complètement inédite. Et c'est vraiment la particularité, c'est de savoir qu'en fait, c'est un couple qui a véritablement généré tous ces meurtres. Est-ce que, selon toi, c'est ce qui a choqué un peu l'opinion, c'est qu'une femme soit capable de faire autant de mal? Puisqu'on a l'habitude avec des tueurs en série, ce sont des hommes. Là, c'est une femme, il y a l'instinct maternel, ça. Elle, pendant 18 ans, elle n'a pas réagi. Complètement, et c'est d'ailleurs ce qui a fait réagir le plus l'opinion populaire. C'était de se dire, mais comment une femme, mère d'enfant, a pu agir de la sorte et a pu participer, comme elle a pu participer, à des situations qui sont quand même particulièrement ineffables dans l'horreur qui a été commise, et comment elle a pu participer surtout activement dans justement ces meurtres et ces actes qui ont été commis. Toi, dans la vie, là, aujourd'hui, tu es un psychologue spécialisé dans les crimes, dans les faits divers, ou tu peux expertiser des personnes normales comme toi et moi? Écoute, on a un peu les deux. On va expertiser, effectivement, moi ici je me suis plus spécialisé dans des expertises avec des connotations plus délicates, comme des meurtres, des infanticides, des féminicides et ce genre de choses qui sont effectivement des situations délicates. Mais ça peut encore m'arriver aussi de me retrouver dans des expertises qui renvoient à des contextes un peu plus normaux, mais qui ont connu des dérives à un moment ou à un autre, qui font que le pénal intervient à un moment ou à un autre, avec des personnes qui ne vont pas présenter un déséquilibre mental, avec des personnes qui ne vont pas présenter un profil psychologique atypique, mais plutôt des personnes qui ont connu là une trajectoire qui a fait qu'à un moment ou à un autre, ça a dérapé. On va parler de la rencontre entre Monique Olivier et Michel Fourniret.
Ça annonce déjà un peu la couleur puisque leur amour, il va naître quand Michel Fourniret est en prison. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu cette rencontre, comment elle a lieu? Le rencontre, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'invraisemblable où on se pose la question de savoir finalement le destin, à quoi tient-il? Parce que c'est peu de choses. Michel Fourniret va écrire dans un journal catholique, Le Pèlerin, disant prisonnier cherche à correspondre pour rompre solitude, document et journal qui est présent chez la personne chez qui Monique Olivier à l'époque travaille parce qu'elle est auxiliaire de vie et elle s'occupe de cette personne-là. Monique Olivier ne regarde jamais ce journal, mais ce jour-là, le jour de cette sortie de ce numéro du Pèlerin, elle va le feuilleter de manière complètement désintéressée, elle va tomber sur les annonces et elle va se rendre compte qu'il y a des annonces. Et elle va tomber sur cette annonce, elle va hésiter à répondre à cette annonce, mais elle va finir par le faire. Et là va naître véritablement une correspondance entre elle et Michel Fourniret, qui va durer pendant 8 mois, mais 8 mois durant lesquels 700 pages vont être échangées entre elle et lui. Donc vraiment une correspondance énorme qui est principalement occupée par Michel Fourniret, mais qui est aussi alimentée par Monique Olivier et les sentiments qu'elle va pouvoir développer progressivement à son égard. Toi, tu as eu accès aux 700 pages, ça doit être fou de lire ça. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce qu'ils se disent les deux au départ? Ils parlent sans s'être jamais rencontrés? Les premiers contacts qu'ils ont, il faut savoir que Michel Fourniret est incarcéré pour des faits d'agression sexuelle à l'époque et que cette rencontre va d'abord être une rencontre épistolaire étant donné que lui est incarcéré à Fleury-Mérogis et qu'elle se trouve comme auxiliaire de vie chez une personne handicapée. Ce que j'en retiens surtout, j'ai envie de te dire 2 choses par rapport à ça. Ce que j'en retiens, la première, c'est ma stupéfaction. La stupéfaction de ne pas s'être plus intéressé à ces lettres-là, qui sont sorties du contrôle des services pénitentiaires, qui sont sorties du contrôle de la justice. Personne n'a lu ces lettres. Or, dans ces lettres, il y a des choses fondamentales, et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir plus tard, qui sont dites. Mais par contre, dans ces lettres, il y a vraiment quelque chose de très marquant, c'est que très rapidement, Michel Fourniret va rentrer dans une phase de séduction et va très rapidement sentir le point de fragilité de Monique Olivier. Le point de fragilité de Monique Olivier, c'est l'abandon, la peur de la solitude, la peur de la rupture. Quand elle va créer du lien et quand elle va sentir que quelqu'un s'intéresse à elle, à ce moment-là, il y a d'office un rapport de dépendance qui va s'installer. Et ça, Michel Fourniret va très très vite le sentir. Donc il va passer par une phase de séduction dans ses écrits, qui est une phase où il va l'encenser en lui disant qu'elle n'est plus toute seule, qu'elle peut compter sur lui, que malgré qu'il soit incarcéré, etc., il va lui envoyer de l'argent, donc il va faire des choses pour elle. Et véritablement, elle va être, elle, complètement ensorcelée par cette attitude de séduction de Michel Fourniret qu'elle voit véritablement comme son sauveur. Oui, parce qu'à cette époque-là, elle a quel âge, Monique Olivier? On est en 1987, elle n'a pas encore 40 ans, elle est véritablement dans une situation précaire, elle n'a plus de contact avec sa famille, elle a perdu la garde de ses 2 premiers enfants qui sont sous garde principale de son ex-mari, Monsieur Michaud. Alors ça, c'est vraiment toute la caractéristique de Monique Olivier également. C'est que Monique Olivier ne se bat pour rien quand ça ne la concerne pas, et quand ça ne concerne pas sa peur de l'abandon pour elle-même. Et donc, à un moment ou à un autre, Michaud a tout fait, donc son ex-mari a tout fait pour avoir la garde des enfants. Elle ne s'est pas battue, elle a fini par perdre le contact de ses enfants. Il n'y a rien de pénal ou il n'y a rien de judiciaire qui a engendré la perte de la garde de Monique Olivier. Juste sa précarité financière, qui faisait qu'elle ne savait peut-être pas assumer effectivement un logement correct pour ses enfants, mais indépendamment de ça, il n'y avait rien d'autre. Elle ne s'est pas battue pour ça. Et alors, ce qui est fou, c'est que dans ces lettres, on voit clairement qu'il y a un projet criminel qui est établi. Personne ne les a lus. Qu'est-ce qu'ils se disent véritablement dans ces lettres qui peut faire penser qu'ils avaient déjà tout prévu? Ce projet criminel, je parlais tout à l'heure de la séduction. En fait, Michel Fourniret, il va fonctionner en 3 phases dans ses lettres. Il va fonctionner dans un premier temps sur la phase de la séduction, dans un second temps sur la phase de la culpabilisation et dans un troisième temps sur la phase de l'emprise. Ça veut dire quoi? C'est qu'au départ, il va séduire Monique Olivier, comme je le disais.
dans le sens où il va l'encenser, il va lui dire qu'elle n'est plus toute seule, il va lui dire que c'est son âme sœur, il va lui dire qu'elle est magnifique, qu'elle a vraiment un côté que lui voit comme inespéré, etc. Et puis après, il va la forcer à témoigner de son vécu, et notamment de son vécu au niveau de sa rencontre avec les hommes, qui va l'amener, alors qu'elle ne veut pas en parler, elle va être très silencieuse pendant très longtemps dans ses écrits, qui va l'amener à devoir parler de sa sexualité. Il parlera lui-même d'une confession libératrice, il exige une confession libératrice de la part de Monique Olivier, qui fera 25 pages. 25 pages qu'on n'a jamais retrouvées dans les écrits, mais on sait qu'ils ont existé à travers les réactions de Michel Fourniret dans ses lettres qui ont suivi, et qui nous montrent qu'il réagit par rapport à ce que Monique Olivier a pu lui dire à ce moment-là. Et là, elle va lui parler de sa sexualité, et donc elle va lui avouer qu'elle n'est plus vierge, elle va lui avouer qu'elle a eu des rapports avec un militaire, ça a été ses premiers rapports, qu'elle a eu des rapports avec Michaud, avec qui elle a eu des enfants, et qu'elle a eu des rapports aussi avec un Américain avec qui elle s'est mariée, qui est un mariage raté, qui est un mariage entre guillemets blanc, etc., qui n'a pas fonctionné. Et là, Michel Fourniret inverse la tendance, il va la culpabiliser, en lui laissant entendre qu'il pensait qu'elle était pure, qu'elle était différente des autres, qu'elle avait un rapport à la sexualité beaucoup plus prude, et que finalement, il va même la qualifier de nymphomane. Elle a une sexualité complètement débridée, et que ça l'insupporte complètement. Et donc, elle va se sentir acculée par cette culpabilisation, et va essayer de s'en dédouaner, d'une certaine manière. Mais ça, à ce moment-là, lui, ça va lui donner une force considérable, en lui disant « Ok, pour te faire pardonner, alors tu vas devoir faire des choses pour moi. » Et à ce moment-là, on entre dans le fantasme de Michel Fourniret, qui est le fantasme de la virginité. Tu ne sais plus me donner la virginité, étant donné que tu as eu des rapports sexuels auparavant, tu vas devoir me la donner par correspondance, ou en tout cas par procuration. Elle ne répondra jamais à ça. Jamais, jamais. Dans aucune lettre, elle ne répondra aux sollicitations de Michel Fourniret par rapport à cette volonté qu'il a de rencontrer une vierge, et qu'elle lui procure, elle, une vierge pour combler son insatisfaction à lui. À ce moment-là, Monique Olivier, elle est au courant que Michel Fourniret est en prison pour des faits d'agression sexuelle. Elle sait à qui elle a affaire ou pas? Très rapidement, dans les premiers échanges, Monique Olivier va savoir pourquoi il est là. Elle sait qu'il est là pour fait de mœurs, elle sait qu'il est là pour tentative de viol qui sont en fait des faits de viol, etc. Mais elle va considérer que parce qu'il est emprisonné, parce qu'il a été condamné, il purge sa peine, il a compris ce qui lui arrivait, et que donc il ne recommencera pas. Et dans ses lettres, c'est ce qu'elle dit. Elle l'appelle mon fauve, elle dit « Mon fauve, je sais maintenant que tu as compris ce que tu avais vécu, ce que tu avais fait et ce que tu avais fait de mal, et je suis persuadée qu'on pourra avoir une vie heureuse à partir de ce moment-là. » Donc, soit on est dans une grande naïveté, ce qui me paraît fort probable, parce que ces lettres-là, elles ont un impact fondamental. C'est que c'est les seuls échanges qu'on aura entre Fourniret et Monique Olivier qui ne seront pas soumis au contrôle de la justice. Le reste, en fait, ce seront des témoignages qu'on entendra de Monique Olivier auprès des enquêteurs, et des témoignages qu'on entendra de Michel Fourniret auprès des enquêteurs. Il y a un enjeu à ce moment-là. Mais dans les échanges épistolaires, il n'y a pas d'enjeu. Et là, on voit toute la naïveté de Monique Olivier. Elle n'est pas en train de manipuler Michel Fourniret. Elle a juste besoin de se persuader qu'il est en train de purger sa peine, et que donc il fait amende honorable, et qu'après tout ira bien. Je voudrais te lire un passage de Michel Fourniret par rapport à sa quête de la virginité et à la manière dont progressivement il est en train d'influencer et de manipuler Monique Olivier. Durant ses longues confidences, il excelle dans le maniement de son interlocutrice, si tu veux, à travers une illusion qui est de distance, qui est destinée à créer inévitablement, quelque part, un peu le rapprochement, comme ça. Et il va dire « Je crois sincèrement que tu es capable de m'aider à chasser cette quête mythique difficile à renier. » Il parle de la virginité. « Car exorciser fantômes et vue de l'esprit exige le don d'une confiance d'amitié qui n'existe qu'en toi, grâce à toi. Je vais réapprendre à vivre, accepter de rentrer dans l'existence. S'il subsiste en ton esprit quelque interrogation, toutes tes questions sont assurées de recevoir ma totale et objective franchise. » C'est terrible. C'est terrible. Parce qu'il est dans une manipulation incroyable. À la fois, il est en train de lui dire que c'est elle sa sauveuse, et qu'elle est quelque part un petit peu sa déesse, mais en même temps, il est en train de lui demander quelque chose d'abominable, la virginité, qu'elle ne sait pas lui donner. Mais par contre,
elle va répondre à sa propre, ce qu'elle pense être la propre souffrance de Michel Fourniret. Je viens de recevoir ta messagère, parce qu'il s'exprime tout le temps comme ça. C'est vraiment comme dans l'ancien temps, quoi, hein. On a l'impression d'être un peu au 18 ou au début du 19e siècle, etc., dans leur récit. Je viens de recevoir ta messagère, dans laquelle tu me parles de ton passé. Merci de m'avoir dit tout cela. Quelle réaction crois-tu que je vais avoir maintenant? De la pitié? Non. De l'amour? Oui, beaucoup d'amour. Nous avons beaucoup souffert tous les deux. Nous avons besoin l'un de l'autre. Je sais que je ne pourrai plus me passer de toi. Je ne veux pas te perdre. Je savais qu'il y aurait des moments difficiles. Je n'ai pas changé d'avis, Michel. Michel a eu un mauvais départ dans la vie. Maintenant, il a le droit d'être heureux. Nous avons tous un passé. Pour ma part, le passé des autres ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est sa réponse à Ça, ce que tu... c'est la réponse de Monique Olivier par rapport à ce que Michel Fourniret va lui confier. Et on voit là, d'emblée, le déni, c'est-à-dire, elle est dans une attitude de dénégation d'une réalité qui est en train de se présenter à elle, parce que ce qu'elle veut voir, c'est vraiment toute la beauté de la relation qu'elle espère pouvoir construire avec lui. Et tout le reste, elle ne veut pas l'entendre. Est-ce que tu crois que dans ces lettres, on peut déjà voir que Monique Olivier, elle n'a pas de valeur normale, saine? Parce que toute personne normalement constituée ne répond pas à ces sollicitations. Dans ces lettres, ce qu'on peut très rapidement voir, c'est que normalement, une personne qui n'est pas dans une attitude de dépendance va très rapidement identifier le caractère malsain de ce que l'autre lui renvoie. Il va prendre peur par rapport à ça, et va avoir une capacité de discernement qui va lui faire dire « Ok, même si je suis attaché à lui, je ne peux pas continuer là-dedans, c'est trop dangereux ». Sauf que Monique Olivier, son seul guide, c'est elle-même par rapport à sa solitude sentimentale. Monique Olivier, elle n'a pas d'émotion pour les autres. Elle n'a d'émotion que pour elle-même. Et donc, ce sera préférable pour elle d'être dans le déni de ce qui constitue de la dangerosité que d'être dans la prise de conscience de cette dangerosité et de risquer la rupture sentimentale. Et c'est ça qui est anormal dans ce qui se passe dans ces lettres, parce que ce fameux pacte diabolique, on va parler du pacte diabolique qui s'inscrit d'emblée dans ces lettres, effectivement, il est on ne peut plus limpide à la lecture de ces lettres. Elle va pas le voir, elle va pas vouloir le voir. Ils vont se rencontrer à 2 reprises avant sa sortie de prison. Une première fois quand il est jugé en juin, où là, elle assistera au procès. Et une deuxième fois quand il a une libération conditionnelle d'un week-end. Alors, il faut savoir que quand moi je rencontre Monique Olivier en 2004, elle n'a absolument pas d'antécédent judiciaire, alors que Michel Fourniret donc, avait déjà été incarcéré en 1987. Et donc, on est au tout début de son incarcération, et elle est incarcérée parce que, effectivement, on se rend compte qu'elle est complice de certains faits que Michel Fourniret a commis. On s'est renseigné de manière beaucoup plus approfondie sur son implication, en tout cas, dans les faits de Michel Fourniret et sa complicité. Michel Fourniret, lui, est arrêté quelques mois auparavant, après, effectivement, la révélation de plusieurs meurtres qu'il a commis, alors que jusqu'alors, on pensait que Monique Olivier, elle, n'était que finalement la femme qui n'avait pas connaissance de ces éléments-là. Et il s'est avéré que, en fait, elle était effectivement complice, raison pour laquelle, en 2004, elle s'est retrouvée incarcérée. Au final, Monique Olivier, elle a participé beaucoup plus que prévu, que ce qui était dit dans les lettres, en tout cas, à tous les meurtres de son mari. Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? En quoi elle était complice? Sa complicité, elle est juste abominable quand on y pense. Elle a servi d'appât, elle a utilisé son fils comme appât, elle a entretenu Michel Fourniret dans son excitation sexuelle quand il avait des problèmes de maintenir une érection. Elle lui faisait une fellation, je suis désolé, c'est choquant, mais c'est la réalité, pour réactiver véritablement son excitation sexuelle, pour lui permettre de pénétrer ses victimes. Qui était à côté, en plus. Qui était à côté. Elle lavait préalablement le corps des victimes. Quand on pense à tout ça, on se dit juste que sa participation, elle est abominable. Et donc, on se dit, mais quand est-ce que cette femme va prendre conscience, effectivement, de ce qu'elle est en train de faire? Et donc, à ce moment-là, on se dit,
non seulement elle est complice, mais en plus, elle est encore plus abominable que n'importe qui d'autre. À la limite, plus que Fourniret, effectivement. Elle leur faisait boire du tranquillisant aussi. Elle vérifiait que les filles soient vierges, j'avais vu. Oui, elle faisait une vérification préalable. Elle préparait véritablement toute la scène fantasmatique de Michel Fourniret. Et donc, elle participait vraiment au scénario que lui avait préalablement élaboré et sans se poser aucune question, quoi. Oui, elle pouvait pas dire qu'elle n'était pas au courant. C'était clairement... Ah oui, ça... Oui. Oui. Et c'est ça toute l'énigme. C'est de se dire comment cette femme, qui, si elle n'avait pas rencontré Michel Fourniret, n'aurait probablement pas eu le parcours qu'elle a eu, a été capable de faire ça pendant autant d'années, sans, à un moment ou un autre, prendre ses jambes à son cou et se dire « mais je ne peux pas continuer, je dois dénoncer ce qui est en train de se passer ». Et donc c'est ce qui l'a rendu complice. Et on se pose toujours, et ça, ce sera toujours la part du mystère. Et c'est ce qui fera toujours débat chez les psychologues, évidemment. Parce qu'il y en a qui diront, elle était trop dépendante, et donc elle ne se voyait pas quitter Fourniret, donc elle a accepté tout. Et il y en a qui diront, mais non, même si tu es dépendant, tu te casses, quoi. Tu t'en vas, tu prends tes jambes à ton cou et tu te barres, quoi. Et en plus, tous ces meurtres surviennent alors qu'ils ont un quotidien totalement normal. Donc ils ont un enfant ensemble, Selim, ils font la fête des voisins, Ah oui, indépendamment des faits, ils ont un quotidien on ne peut plus banal, quoi. Hein. Elle fait à manger, on fait le ménage, on va à la fête des voisins, on va fêter le nouvel an avec un tel et une telle, etc. On reçoit très peu de gens, mais on reçoit quand même. Il se passe c'est un quotidien particulièrement banal. Le côté peut-être non banal, c'est qu'ils sont dans un château à Sautou, qui est le château de Sautou, donc, qui est quand même issu de nouveau une attitude de Michel Fourniret qui s'est emparé de l'argent suite au meurtre qu'il a commis aussi par rapport à une des compagnes, un de ses compagnons de prison à l'époque, qui est El Gouarch, qui avait, lui, un magot qui était planqué quelque part et qu'il est allé chercher. Et pour ne pas devoir le partager, il a tué la compagne de ce compagnon de cellule et il a gardé tout le magot, quoi. Et est-ce que tu sais si elle a déjà été tentée de le dénoncer pendant toutes ces années? Elle dira, lors des enquêtes, qu'elle voulait, mais qu'elle avait peur. Qu'elle aussi, elle avait peur de finir comme des victimes? Oui. Ça, elle le dira à plus d'une reprise. Qu'elle a eu peur de mourir, qu'elle a eu peur qu'il la tue. Et il y a eu un épisode particulier dont je ne me souviens plus exactement et je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il y a un moment particulier dans leur vécu où elle pense qu'il va la tuer. Ils ont quand même été 18 ans ensemble. Elle aurait bien pu trouver le moyen de partir. Toi, tu la crois quand elle dit qu'elle avait peur d'être tuée par son mari? Je la crois dans ses peurs, en fait. Je la crois dans ses peurs d'abandon et je la crois dans sa peur de mourir. Et je crois aussi qu'il y a un autre aspect qui est intervenu, c'est que quand même la perte de la garde de ses deux premiers enfants, elle ne voulait plus le revivre avec Selim, qui était l'enfant qu'elle avait eu donc avec Michel Fourniret. Et je pense que ça, c'est un élément qui a retardé aussi les choses, mais qui n'excuse rien, évidemment. Tu sais si elle l'a aidé dans la préparation des corps des victimes? Non. Alors, ça, on ne sait pas, je crois. Ça, on ne sait pas. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent supposer que dans la disparition des corps et la manière dont Michel Fourniret faisait disparaître les corps, elle a très peu, elle, d'éléments par rapport à ça. Il y en a un qu'elle donne quand même, malgré tout, ici dernièrement en 2023, c'est celui par rapport à Estelle Mouzin, où elle donne quand même des précisions. Elle sait quand même que Estelle Mouzin va se retrouver recouverte d'un rideau de douche et que Michel Fourniret va creuser un trou, mais on ne sait pas si elle est présente au moment où il creuse le trou. Mais elle sait qu'il a quand même entouré le cadavre d'un rideau de douche, quoi. Oui, et ça, elle y assiste. Estelle Mouzin, tu peux faire un rappel pour ceux qui voient pas? Estelle Mouzin, c'est une affaire vraiment dramatique et où la justice, d'ailleurs, a été mise en cause par rapport à ses manquements. En fait, on a vraiment traîné avant d'investiguer et avant de suspecter Michel Fourniret, qui finira en 2018 seulement par reconnaître le meurtre alors qu'il l'a tué fin des années 90, je pense. Ce qui se passe, c'est que
Michel Fourniret a un alibi. Il va longtemps dire que ça ne peut pas être lui qui a fait disparaître Estelle Mouzin parce que ce jour-là, il contacte un de ses enfants de sa propriété. Du téléphone fixe, oui, il a passé un appel. Ouais. Il passe un appel du téléphone fixe et la justice va se contenter de ça. C'est en 2003, exactement. Et la justice va se contenter de ça, ce qui est quand même un peu surprenant. Alors, la technologie, elle évolue très rapidement, on est bien d'accord, mais en 2003, on avait quand même des technologies qui permettaient aussi quand même de se poser un peu d'autres questions. Et en fait, au demeurant, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est qu'il va demander à Monique Olivier d'appeler son fils, et quand son fils décroche, qu'elle raccroche. Comme ça, on a la preuve du contact téléphonique. Mais lui, ça va lui permettre de effectivement continuer à perpétuer ses crimes, et notamment c'est à ce moment-là qu'il va enlever Estelle Mouzin et qu'il va la faire disparaître. Mais pendant très longtemps, on ne s'est pas intéressé à Michel Fourniret en disant non, c'est pas lui. Il était chez lui, il a passé un appel. Oui, il était chez lui, il a passé un appel. Alors il y en a quelques-uns qui se sont interrogés, et puis beaucoup de juges d'instruction se sont succédés. Puis alors il y en avait qui disaient bah tiens, c'est peut-être intéressant d'investiguer. Puis c'était un juge d'instruction différent qui disait non, ça n'a pas de sens de s'intéresser à ça, etc. Et finalement, c'est lui, Fourniret, qui va mettre tout le monde d'accord en 2018 en avouant que c'est lui qui l'a fait. C'est encore une preuve que Monique Olivier était quand même complice. Oui. Pendant que son mari était en chasse, elle fournissait ses alibis. Et elle va nier pendant très très longtemps le fait d'être au courant de cet enlèvement. Jusqu'à l'intervention de la juge Kéris qui, de nouveau, va prendre le temps de discuter avec elle d'une manière beaucoup plus bienveillante, empathique, victimisante de nouveau. Et là, elle va dire, si il m'a demandé de me déplacer pour aller jusqu'à la maison où elle se trouvait pour la surveiller pendant que lui allait faire autre chose. Toi, tu as à peine 30 ans. Quand d'un coup, on va t'appeler pour expertiser Monique Olivier, tu es un jeune psychologue. Écoute, quand je suis désigné pour expertiser Monique Olivier, je me rends très très vite compte de l'enjeu du dossier et tu te poses quand même toujours la question de savoir est-ce que j'ai l'expérience pour faire ça. Et il y a tout de suite un contraste qui vient là se greffer à ça, c'est de se dire il y a quand même une espèce de reconnaissance, de valorisation qui crée véritablement un intérêt, et puis à l'autre côté, dire est-ce que je suis suffisamment compétent. J'avais la chance d'avoir travaillé avec quelqu'un qui m'a beaucoup appris les 4 années précédentes et qui m'avait déjà permis de fréquenter des dossiers un peu plus délicats, raison pour laquelle la juge d'instruction avait insisté pour que ce soit moi qui réalise l'expertise, parce qu'elle connaissait, entre guillemets, et sans prétention aucune, la rigueur de mon travail. Mais on se dit qu'on a affaire du lourd, quoi. Quand on sait qu'on va aller la voir en prison, on va pas voir n'importe quel prisonnier, on va voir Monique Olivier. Et on est dans une attitude inversée. Quand je dis ça, c'est que habituellement, quand tu vas en prison, tu y vas, tu es dans un rapport inévitable de dominant-dominé. Le dominant, c'est celui qui expertise, qui vient là pour réaliser son expertise. Le dominé, c'est celui qui va devoir répondre à cette évaluation d'expertise. Avec Monique Olivier, avant de rentrer dans la pièce, j'ai l'impression que c'est elle qui me domine et c'est moi le dominé. Un petit peu comme si j'allais rentrer dans une pièce où il y a une star, où tu vas te faire tout petit en espérant qu'elle va te parler. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle... Parce que le dossier est tel qu'on a véritablement l'impression qu'on va tomber sur quelqu'un qui là a un mode de fonctionnement et un pouvoir et surtout des caractéristiques de personnalité qui vont faire qu'on risque d'être rapidement déstabilisé. Ça va durer 30 secondes. 30 secondes, c'est le moment entre où moi je me trouve dans le parloir où je vais l'écouter et le moment où elle va arriver. Et quand elle entre dans ce parloir, tout s'inverse de nouveau. Pourquoi ? Parce que je vais tomber sur une femme toute repliée sur elle-même, recroquevillée, assise entre 2 chaises en permanence, très timide, qui parle très peu, qui s'exprime effectivement très peu, qui s'excuse en permanence, etc. Et là, on ne va pas rentrer dans un rapport de dominant-dominé, mais je vais rentrer dans un rapport de qu'est-ce que je dois faire pour créer de la complicité, pour me
permettre à moi d'effectuer mon travail correctement. Parce que c'est ça aussi tout l'enjeu d'une expertise. C'est créer suffisamment de complicité que pour faire parler l'autre et avoir suffisamment d'informations que pour pouvoir le comprendre. Sans ça, tu n'as rien. C'était quoi les objectifs de la première rencontre de ton expertise à elle? C'est de savoir à quel point elle était lucide pendant les enlèvements, les meurtres? C'était quoi? L'objectif de la première rencontre, je parle jamais des faits. L'objectif de la première rencontre, c'est la mise en confiance. La première question que je pose toujours, quels que soient les actes que les gens aient commis, c'est « comment allez-vous » et d'écouter leurs réponses et d'entendre éventuellement leur mal-être parce qu'ils sont en milieu carcéral ou parce qu'ils ne voient plus leurs enfants ou pour plein de choses. Et de discuter de ça. Et de discuter beaucoup du contexte familial, de ce qui les préoccupe, etc. Et on ne va jamais parler des faits parce qu'en fait, eux s'attendent à ce qu'on parle des faits. Et donc, s'ils s'attendent à ce qu'on parle des faits, ils sont déjà dans une attitude de préparation mentale assez défensive. Quand ils vont tomber sur un expert qui va leur parler juste de leur état, là, actuellement, à la prison, etc., ils vont se dire « Ah, ben lui, en fait, il est là, pour aussi m'écouter par rapport à mon mal-être actuel. » Et c'est aussi un peu à ça qu'on sert, c'est d'évaluer un peu l'état de la personne à ce moment-là. Mais ça va tout de suite beaucoup plus facilement mettre en confiance lors de notre deuxième rendez-vous, qui est là, véritablement, celui durant lequel on va beaucoup discuter des faits. Au moment des faits où tu la rencontres, qu'est-ce qui lui est reproché? Clairement, son mari a été attrapé. Je la rencontre en 2004, elle est incarcérée depuis peu de temps, depuis quelques semaines. Et en fait, elle est incarcérée parce qu'on se rend compte qu'elle a participé notamment à l'enlèvement du dossier dont moi je m'occupe principalement à l'époque, du dossier d'Elisabeth Brichet, donc en Belgique, et qu'elle a participé plus qu'activement, parce que c'est elle qui va interpeller Elisabeth Brichet en disant que son enfant est malade et qu'elle cherche un médecin, et de savoir si elle peut la renseigner sur un médecin qui existe et lui suggérer de monter dans la camionnette pour qu'elle la conduise chez ce médecin. Et Michel Fourniret est bien évidemment présent, et c'est comme ça que les choses vont se dérouler. Donc il y a une participation active, et on va se rendre compte de ça. Elle va finir par avouer tout ça, cette participation active. Et puis de l'autre côté, incarcéré aussi, Michel Fourniret, qui va quand même aussi parler d'elle et qui va quand même dire un peu là où elle intervient. Caractère d'autant plus abominable que, notamment par rapport à Elisabeth Brichet, elle fait intervenir son fils, Selim, qui à l'époque n'a que... je ne sais plus quel âge il a en 2004, mais très 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 jeune. Et Selim, c'est le fils de Monique Olivier et de Michel Fourniret. Et donc, en fait, elle va utiliser, et ils vont utiliser à plus d'une reprise, leur fils pour véritablement appâter les victimes, quoi. Et donc, ça a un caractère complètement abominable parce que on peut se poser la question de savoir comment une mère peut faire quelque chose comme ça. Et donc, c'est dans ce contexte qu'elle se retrouve incarcérée et que moi, je la vois. Alors, toi, quand tu es psychologue et que tu dois analyser Monique Olivier, la justice, elle attend quoi de toi? Pour bien comprendre, si tu peux expliquer rapidement, mais... En fait, la justice, quand elle sollicite les experts, elle veut qu'on réponde à 4 questions fondamentales. Ces 4 questions fondamentales, mais en même temps, elle attend beaucoup plus de ça. Les 4 questions fondamentales, c'est de savoir si elle était dans un état de déséquilibre mental au moment des faits, si elle est encore dans cet état de déséquilibre mental après les faits, si elle représente une dangerosité pour la société et si elle présente un risque de récidive. Ça, c'est les 4 grandes questions qui nous sont posées. Mais derrière ça, de manière sous-jacente, ce qu'on attend de nous, c'est décrire la personnalité de la personne et véritablement essayer de dresser le profil le plus complet possible pour savoir qui est cette personne. Tu t'es dit quoi en sortant de ce premier entretien? Tu t'es dit ça va être compliqué? Oui, je me suis pas dit que ça allait être compliqué. Je me suis dit que j'étais dans une affaire qui allait me prendre énormément de temps, mais dans laquelle j'avais vraiment envie de m'investir, et qui a attisé ma curiosité aussi par rapport à, d'emblée, la sensation énigmatique que Monique Olivier dégage dès le premier entretien. Est-ce qu'elle renvoie une image plutôt banale d'une femme lambda, ou ça se voit dans son regard qu'elle est capable du pire? Moi, je ne sais pas mieux reprendre une phrase que son avocat a dit, Maître Delgenès, en disant que Monique Olivier, c'est la ménagère la plus banale qui soit. Elle renvoie véritablement une image on ne peut plus banale. Elle passe complètement inaperçue et on n'a véritablement absolument aucun élément qui nous font, quand on l'a rencontrée pour la première fois, dire « Waouh, je suis là face à quelqu'un de complètement atypique ». C'est absolument pas le cas.
C'est quoi qui te surprend le plus chez elle? Est-ce que tu te rappelles? Son anémotionnalité, comme j'appelle ça. C'est-à-dire que si tu lui poses la question de savoir si elle est triste, elle est incapable de répondre. Si tu lui poses la question de savoir si elle se sent coupable, elle est incapable de répondre. Elle va répondre en fonction des faits qui lui sont reprochés. C'est-à-dire qu'elle comprend que sur base des faits qui lui sont reprochés, elle doit se sentir coupable. Elle ne se ressent pas coupable. Et ça, c'est toute la différence. Monique Olivier, elle n'a pas d'émotion. Par rapport aux faits, par rapport aux victimes, dans la manière dont elle va en parler, elle n'a aucune émotion. Elle n'a d'émotion que pour elle-même par rapport à une émotion en particulier, la peur de l'abandon. Je la sens pas capable de faire des crimes de la sorte, mais je la sens capable d'accompagner la dimension criminelle par peur de l'abandon. Je vais rencontrer Monique Olivier à 5 reprises entre début septembre 2004 et fin octobre 2004, toujours. Chaque fois à concurrence de plus ou moins 3 heures, ce qui est quand même relativement exceptionnel dans une expertise. Habituellement, les contraintes judiciaires, etc., la moins grande importance du dossier va faire qu'on va pouvoir aller plus vite dans certaines choses, mais ici, ça nécessitait qu'on prenne pas mal de temps. Donc, je l'ai vu plus ou moins 15 heures. Est-ce que tu as déjà fait peur lors de ces entretiens? Jamais. Elle ne m'a jamais fait peur parce que j'avais le sentiment que c'était un oiseau pour le chat. En permanence. Tu lui parlais de son mari? Oui. Qu'est-ce qu'elle te disait? Elle ne m'en parlait pas. Elle ne répondait jamais par rapport à Michel Fournier avec une seule chose. Je veux plus jamais le voir, je veux plus jamais en entendre parler et je ne veux plus jamais le croiser. C'est les seules choses qu'elle disait. Mais même la question de savoir si elle a considéré qu'elle était sous emprise, c'est des questions auxquelles elle ne parvenait pas à répondre. Elle disait c'était comme ça. On faisait comme ça. Ça se passait comme ça. Mais en termes de ressenti, ne fût-ce que faire valoir de la détresse, elle en était incapable, complètement incapable. C'était du coup très très compliqué de savoir finalement comment elle se positionnait par rapport aux faits, évidemment. Tu avais l'impression qu'à la maison, c'était Michel Fourniret qui décidait de tout et elle qui était seulement une exécutante, même dans la vie quotidienne? Pour moi, c'est indéniable que c'est Michel Fourniret qui décidait de tout, mais elle pouvait avoir son caractère sur des choses un peu domestiques, va-t-on dire. Mais sur le reste, certainement pas. C'était Michel Fourniret qui décidait de tout. Alors, comment tu as réussi à instaurer un climat de confiance? Tu penses qu'au terme de ces entretiens, elle avait confiance en toi, elle a pu te livrer des choses? Oui, je trouve que c'est très paradoxal de dire ça et ça peut paraître un peu choquant, mais on a ensemble créé une certaine complicité. Je pense que cette complicité, elle est principalement due à l'idée que j'ai toujours maintenue, c'est que si je sortais de la victimisation dans laquelle elle avait besoin de se positionner, j'allais la perdre. Donc je l'ai toujours considérée comme victime de Michel Fourniret, pour essayer de la faire parler. Et c'est ce qui lui permettait d'être relativement détendu dans les échanges et de pouvoir effectivement discuter. Ce qui n'a pas été fait par la suite. Et finalement, en fait, on a eu des révélations de Monique Olivier en 2004, énormément de révélations, parce que c'est quand même 7 meurtres qui ont été jugés du coup aux assises en 2008 suite à ces révélations-là. Après, on n'a plus rien eu. Très très peu. Il a fallu attendre des années plus tard pour qu'une juge reprenne un peu la même attitude de victimisation de Monique Olivier pour lui permettre de nouveau sortir de son silence. À partir du moment où on l'a considéré comme aussi diabolique que Michel Fourniret, on a perdu toute collaboration de Monique Olivier. Alors, ça n'excuse pas tout, bien évidemment. Ça n'enlèvera jamais, jamais la responsabilité de Monique Olivier. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Monique Olivier, elle est responsable de ses actes. Elle doit être condamnée pour ce qu'elle a fait et elle ne doit pas sortir de prison et elle n'en sortira jamais. Mais par contre, pour pouvoir avoir des informations fondamentales pour retrouver des corps de victimes, etc., l'approche qu'on devait en avoir devait être différente que celle qui a été faite après 2004. Est-ce qu'en entretien, tu as déjà senti qu'elle te manipulait, qu'elle essayait de t'embobiner, quoi? Oh, tu sais, chaque fois qu'on aborde quelqu'un quand on va à la prison pour réaliser une expertise, la première question qu'on se pose, c'est de savoir dans quelle mesure notre interlocuteur va tenter de nous manipuler. Et il y a 2 réponses à ça. La première, c'est qu'il existe des tests
pour pouvoir distinguer les effets de manipulation. Alors, il y a des tests qui vont travailler sur une chose et son contraire et qui vont nous permettre de voir dans quelle mesure il y a de l'incohérence dans la manière dont la personne va nous répondre, en cherchant toujours à faire valoir le profil le plus positif possible d'elle-même. Ça, ce sont des tests qui nous permettent de sentir un peu de la manipulation. Et puis, j'avais 30 ans à l'époque, j'avais peut-être pas beaucoup d'expérience, mais j'avais beaucoup de méfiance. Donc, j'étais très, très, très prudent. On a quand même des tests aussi de personnalité. Les tests de personnalité, ils sont quand même fondamentaux parce que les caractéristiques de personnalité vont nous permettre de donner des clés de personnalité qui vont nous faire dire « Ah, ça c'est une personnalité à tendance manipulatrice, ça c'est une personnalité qui, fondamentalement, normalement n'a pas de tendance manipulatrice. » Mais on est toujours méfiant. Je ne dis pas que je n'ai pas été manipulé par Monique Olivier, je dis juste que j'ai l'humilité de croire que j'ai fait mon travail convenablement. Tu l'as jamais surpris en train de te mentir? Ah, j'adore cette question. Écoute... Elle n'a pas dit la vérité à certains moments, ça j'en suis certain, mais elle ne m'a pas menti sur ce qu'elle était. Quand tu lui parlais des victimes, est-ce qu'elle avait un peu de compassion quand même? Aucune. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est dramatique ça, ce que je te dis, mais c'est une vérité. Elle n'a aucune compassion pour les victimes. Elle voit ça comme des faits dont elle est victime de la même manière que ses victimes le sont, et donc elle ne va pas considérer que ses victimes sont plus en souffrance que ce qu'elle ne l'était par rapport à la situation. Donc, elle va les voir comme des victimes collatérales au même titre que ce qu'elle l'était par rapport à Michel Fourniret. Et puis l'autre aspect, qui est quand même très saisissant, et ça c'est une des caractéristiques de personnalité qu'on a vraiment pu mettre en évidence, c'est cet aspect dont je parlais tout à l'heure, d'anémotionnalité, c'est-à-dire elle n'a pas d'émotion pour l'autre. Aucune. Elle a d'émotion par rapport à ses peurs. C'est son unique émotion chez Monique Olivier, c'est la peur. La peur de l'abandon, la peur d'être seule. Tu dis qu'elle se positionne en tant que victime par rapport à son mari, c'est-à-dire que direct, elle le jette sous les rails et elle dit qu'elle n'a rien fait et qu'il l'a forcée à l'aider, etc. Elle le jette même pas sur les rails. Elle est persuadée et convaincue. C'est pas dans une attitude manipulatrice ou dans une stratégie de victimisation. C'est véritablement dans un ressenti de victime. C'est peut-être une des rares émotions, mais Monique Olivier, quand tu l'écoutes, elle est victime de tout, quoi. Elle a été victime de sa famille qui n'a pas pris soin d'elle, elle a été victime de Michaud qui a abusé d'elle, elle a été victime de ses enfants qui n'ont plus voulu la voir, elle a été victime de Fourniret qui lui a fait vivre. Et donc, en fait, elle est victime de tout. Et donc, il n'y a pas de stratégie de victimisation. Elle se ressent véritablement comme une victime. Tu l'as déjà vue pleurer? Est-ce qu'elle a exprimé du regret, quand même? Un minimum? Je l'ai vue pleurer la deuxième fois que je l'ai rencontrée. Quand on parle de son fils Selim qu'elle a eu avec Michel Fourniret, parce que finalement, il y a très peu de temps qu'elle n'a plus de contact avec lui, et elle a vécu, comme elle dit, la meilleure période de sa vie quand Michel Fourniret a été incarcéré avant elle, parce qu'au départ, elle n'est pas inculpée, lui est d'abord inculpé, et donc elle a vécu pendant quelques semaines avec Selim seule, qui ont été des moments où elle a fait des choses avec lui qu'elle n'avait jamais faites, comme aller au cinéma, ce genre de choses, etc. Et la séparation avec son fils, là, quand je lui pose la question, va générer effectivement une réaction émotionnelle de larmes. C'est la seule. Par rapport aux victimes, par rapport aux faits, j'ai jamais eu aucune larme. Comment une femme, toi, t'es en tant que psychologue, tu te dis comment c'est possible qu'elle n'ait aucune émotion comme ça face à toutes les horreurs qu'ils ont fait tous les deux? C'est une maladie mentale, c'est chimique, c'est une éducation. Comment c'est possible? Alors, nous, les psys, on a une explication par rapport à ça. En fait, il y a deux explications. Il y a soit l'explication de la personnalité antisociale, de la psychopathie, comme on dit, qui sont des gens qui ne fonctionnent que selon leur propre intérêt et l'intérêt des autres importe peu et l'impact qu'on va avoir sur eux importe peu. Et puis, il y a ce qu'on appelle la personnalité dépendante et évitante. La personnalité dépendante et évitante, elle ne va pas savoir ressentir des émotions vis-à-vis des autres parce que la seule chose qui compte pour elle, c'est de ne pas perdre la dépendance qu'elle a vis-à-vis de quelqu'un. Donc tout le reste n'existe pas.
Je serais prête à perdre mes enfants tant que mon compagnon accepte de rester avec moi, par exemple. Ça, c'est une personnalité dépendante. Et de ressentir très peu d'émotions par rapport à la perte de mes enfants. Parce qu'il y a vraiment ce rapport de dépendance qui est très très fort. Et chez Monique Olivier, ça c'est vraiment quelque chose qui a été mis en évidence par les experts, en tout cas ceux qui ont mené des examens rigoureux et qui a permis de mettre en évidence effectivement qu'elle fonctionnait de cette manière-là. Tu la vois comme une personne intelligente quand tu parles avec elle? Je vois Monique Olivier comme étant quelqu'un qui subit une vie sans véritablement lui donner du sens, hormis celui de ne pas être seule. C'est la seule chose qui compte pour elle. Le reste n'a pas d'importance. C'est une femme qui n'a pas d'ambition. C'est une femme qui n'a aucun plaisir. C'est une femme qui n'a aucun, effectivement, objectif, qui n'a pas de vie sociale, qui n'a rien. Et sur le plan intellectuel, c'est une femme qui est complètement anodine. Alors, c'est toujours beaucoup plus simple, face à l'ineffable, face à l'indicible, face à la monstruosité à laquelle on a été confronté, d'en faire quelqu'un de diabolique que d'en faire quelqu'un de complètement anodin. C'est plus facile et c'est plus entendable. Et ça peut se comprendre. Mais c'est pas notre rôle, nous, en tant qu'experts. Si on veut bien faire notre métier, notre rôle en tant qu'expert, c'est peut-être d'accepter de dire des choses qui sont très difficiles à entendre, notamment le fait qu'on ne comprend pas comment la personne fonctionne. C'est notre limite. C'est une science humaine. C'est quelque chose de très compliqué. Et en même temps, d'oser dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre face à la monstruosité. De dire que cette femme, en fait, elle est anodine, elle aurait sans doute rien fait s'il n'avait pas croisé le chemin de Michel Fourniret. Mais ça convenait à personne. Et donc, on a préféré la diaboliser. Et donc, certains sont emparés de cette possibilité de diaboliser à un certain moment Monique Olivier. Et notamment en confondant à la fois personnalité et quotient intellectuel. On peut avoir un quotient intellectuel de 130, de 140, et en même temps avoir une personnalité non manipulatrice, très soumise. Il n'y a pas de lien entre personnalité et quotient intellectuel. En tout cas, pas de lien direct. Les erreurs qui ont été commises et qui ont été suivies par la justice, qui sont des manquements graves quand même, malgré tout, c'est d'avoir fait un amalgame entre les deux. Non seulement d'avoir certains experts qui ont dit « Monique Olivier, elle a un quotient intellectuel hors norme, plus grand que celui de Michel Fourniret, quotient intellectuel de 131. » Et puis on se rend compte que cette évaluation du quotient intellectuel de 131, ça a été fait avec des tests qui n'existent plus, qui étaient obsolètes, qui n'étaient plus valides. On a dit une fois qu'ils avaient été réalisés à 3 reprises, qu'ils avaient été faits par 2 personnes différentes. Puis après, on se reprend, on dit non, il n'a été fait que par une seule personne, etc. Il y a eu une confusion autour de ce QI. Mais pourtant, ce qu'il y a de fou, alors que nous, on avait fait une évaluation d'un quotient intellectuel de 95, ce qu'il y a de fou, c'est que la population, elle va retenir que Monique Olivier a un quotient intellectuel de 131. Et c'est bien légitime. Pourquoi elle retient ça? Elle retient ça parce que c'est beaucoup plus facile à entendre. Ça explique les choses. Ça explique les choses et ça peut expliquer sa monstruosité. Et on avait besoin d'entendre qu'elle était monstrueuse et certainement pas qu'elle était anodine. Parce qu'au final, son quotient intellectuel, au début, il était de 90, après il a été jugé à 130, après rejugé à 90 et quelques, c'est ça hein? Oui, en fait, la première expertise que moi je réalise, on fait une évaluation du quotient intellectuel à 95. La deuxième, qui est réalisée en 2005, ils obtiennent un quotient intellectuel de 131. Ça n'a été réexpertisé qu'en 2023 par une équipe universitaire spécialisée dans le domaine qui obtient finalement le même quotient intellectuel que nous, on avait établi. Eux obtiennent 92 et nous 95, donc l'écart est vraiment sensiblement minime. Mais si tu poses actuellement la question de savoir si Monique Olivier, en posant la question aux gens, qui sont un peu intéressés au domaine, tu leur poses la question de savoir, et Monique Olivier, elle a un quotient intellectuel élevé ou pas? Oui, énorme, 131. Les gens, alors que c'est établi scientifiquement qu'elle ne l'a pas. Mais humainement, à un certain moment, c'est inaudible, ça. Ça va être quoi tes conclusions, du coup, après ces heures et ces heures d'entretien sur elle? T'arrives à avoir quelque chose? Oui, j'arrive à avoir quelque chose qui est de dire... mes conclusions, c'est de dire donc que cette femme n'est pas d'une intelligence extrême, et cette femme a une personnalité qu'on appelle dépendante et évitante, c'est-à-dire qu'elle dépend exclusivement de quelqu'un, et à partir du moment où elle crée cette dépendance vis-à-vis de quelqu'un, le reste n'existe plus, et elle est capable, alors à ce moment-là, de faire les choses les plus abominables. Évitante, ça veut dire
je suis dans l'évitement systématique de la prise de conscience de la gravité des choses pour éviter mon abandon. Et ce sont les conclusions que nous, on va établir. En argumentant ça, on essaye de maintenir véritablement un contact avec Monique Olivier. C'est-à-dire, on essaye de renvoyer l'idée qu'on essaye de la comprendre et qu'on veut collaborer avec elle pour qu'elle continue à nous donner des informations. Sauf qu'en 2005, tout bascule. Tout bascule parce qu'on dit qu'elle a un QI de 131, qu'elle est psychopathique, qu'elle est perverse, qu'elle est narcissique. Donc tout l'inverse de ce qui avait été dit à l'époque. Et donc à ce moment-là, les gens qui vont l'interroger vont adopter une attitude beaucoup plus agressive à son égard. Et ça va la renfermer. Et ça, on va créer du silence pendant 15 ans. Qu'est-ce que toi tu peux me dire, on en a parlé un petit peu, mais du profil psychologique de Michel Fourniret? Il est à l'opposé de Monique Olivier? Oui, le profil psychologique de Michel Fourniret, c'est vraiment un profil que nous, en tant qu'experts, on va considérer comme classique dans les profils de tueurs ou de tueurs en série, c'est-à-dire un profil véritablement psychopathique, donc une personnalité antisociale avec les caractéristiques narcissiques et perverses. Caractéristique narcissique, c'est que il y a toujours ce sentiment de supériorité, ce besoin d'afficher sa supériorité par rapport à l'autre. Et la notion perverse, c'est utiliser l'autre à la fois pour servir son propre intérêt, mais pour nuire à l'autre aussi en même temps. Et ça, chez lui, voilà, ça peut aller très loin. Il a quand même fait un commentaire à un certain moment dans ses témoignages, Michel Fourniret, qui est d'une horreur absolue, c'est de dire mais que finalement les familles doivent quand même être soulagées parce que ça aurait été encore plus terrible qu'elles aient été violées sans avoir été tuées, parce qu'elles auraient dû vivre toute leur vie avec ce viol. C'est quand même abominable. Et ça, c'est d'une perversion. On est dans une perversion exposant 10. Et donc, en fait, Michel Fourniret, il est sans surprise, en fait. C'est un psychopathe pervers, narcissique, et qui fait l'unanimité. Monique Olivier, elle n'a pas fait l'unanimité, et ça a embêté tout le monde de ne pas savoir expliquer qui était Monique Olivier, et ça continue à embêter tout le monde. Tu penses que Michel Fourniret, son personnage de psychopathe, il s'est construit au fil du temps, ou le passage à l'acte, il a été brutal, ou au contraire progressif? Ouais, une personnalité psychopathique, c'est exponentiel. On commence par des petits délits de plus en plus grands, de plus en plus grands, de plus en plus grands, et puis en fait, on va fonctionner selon nos propres fantasmes et nos propres intérêts. Monique Olivier a été sans doute la comparse idéale à travers sa personnalité dépendante, mais Michel Fourniret aurait quand même tué et aurait quand même agi quasi de la même manière si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être pas aussi facilement. La psychopathie, elle va se construire sur deux bases, soit sur la base d'un vécu dans l'enfance où la notion de règle, du bien et du mal est vraiment très compliquée à gérer, ou soit la seule règle qui existe, c'est la règle de la violence, du mal, et qui donc va engendrer chez la personne un développement d'une personnalité autour de ce mal et de cette violence, soit des personnalités qui ont été très très peu encadrées et qui donc n'ont jamais développé ce qui était bien et ce qui était mal pour la société. Mais du coup, ils vont développer ce qui est bien ou mal pour eux. Michel Fourniret, j'aurais tendance à considérer que c'est ça qui s'est passé pour lui. Toi, tu parles de cette affaire, tu dis qu'il y a un échec judiciaire qui est quand même assez grand. Pourquoi tu penses qu'il y a eu des manquements? Récemment, on a découvert, effectivement, donc, dans les dernières années d'incarcération juste avant la mort de Michel Fourniret, qu'il a dressé un tableau qu'il a quadrillé avec 35 cases. Et dans ces 35 cases, il en remplit 11 qui sont les victimes qui ont été reconnues. Et les autres, il laisse entendre que ce sont d'autres victimes dont il est l'auteur, et que la justice doit continuer à faire son petit chemin, et qu'il leur souhaite bonne chance quelque part en disant il y a encore du boulot. Il y a quoi dans le tableau? Des noms, des prénoms, des lieux? Il y a les noms et les prénoms des victimes reconnues, et le reste, il n'y a rien. Il y a 35 cases au total, et il y en a 24 vides. Qu'il est supposé qu'il est auteur de 24 autres meurtres. C'est là, pour moi, l'échec de la justice. C'est de se dire qu'on n'a pas travaillé pour tenter de retrouver les victimes. On a œuvré à condamner vraiment un couple par rapport à ce qu'ils avaient fait d'ineffable. La justice, pour moi, son rôle, c'était d'essayer de retrouver ces corps.
Et donc de réfléchir à comment le faire. Michel Fourniret, c'est un joueur d'échecs. Michel Fourniret, c'est très simple, hein, sa personnalité. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel tout le monde est unanime. C'est la personnalité de Michel Fourniret. Psychopathe, donc personnalité antisociale, pervers, narcissique, etc. Joueur d'échecs, c'est-à-dire que l'humain, pour lui, c'est un jeu d'échecs. Il déplace les pions. Ce qu'il ne supporte pas, c'est perdre. Donc s'il a quelqu'un en face de lui qui essaye de lui dire « je vais jouer aux échecs avec toi, mais je suis sûr que je vais te battre », son grand plaisir, ça va être de lui faire manger le coin de la table. Et ça va être le plaisir qu'il aura eu avec le procureur de la République, avec plein d'enquêteurs, etc., à partir du moment où on lui met un peu trop de pression. Donc il joue. Il a passé son temps à jouer, Michel Fourniret. Il n'a plus voulu jouer à partir du moment où on lui a dit « t'as une femme qui est plus intelligente que toi, et en fait, c'est elle le cerveau du couple ». Très vexé. Un psychopathe pervers narcissique, surtout narcissique, si vous lui dites qu'il a en face de lui quelqu'un de supérieur à lui, vous allez perdre la collaboration. Et on a perdu la collaboration de Michel Fourniret qui a dit « Ok, vous voulez jouer à ça ? Très bien, moi je parle plus. Voilà, je vais me promener un petit peu, je vais vous balader à gauche et à droite, etc. Mais vous ne saurez jamais si là où je vous balade, on est proche de quelque chose ou pas. » Et donc en fait, il a joué à ça. Il a tout le temps joué aux échecs, Michel Fourniret, avec les enquêteurs et avec le procureur de la République. Et le fait qu'on ait considéré Monique Olivier comme aussi diabolique, le procureur de la République qui dit c'est Monique Olivier qui tisse la toile dans laquelle Michel Fourniret est pris, et c'est elle qui dicte tout, on perd à la fois la collaboration de Michel Fourniret, mais aussi celle de Monique Olivier. Parce que Monique Olivier, qui elle ne sait collaborer que si elle se sent victime, c'est terminé, on la perdait aussi. Et donc on a perdu toute possibilité d'avoir des éléments supplémentaires pour retrouver les victimes. Et c'est là, pour moi, l'erreur judiciaire. Et aussi les lettres qui n'ont pas été lues. Et puis alors, ça, c'est quand même... moi, vraiment... voilà, je suis... effectivement, je consacre un livre à ça, et j'y consacre toute une partie, mais tellement, pour moi, c'est éloquent. Ces lettres, elles nous disent énormément de choses. Elles vont jusqu'à quasi nous permettre d'anticiper que la première victime va être Isabelle Laville. On sait, il a repéré le site archéologique sur lequel Isabelle Laville est, il dit à quoi il veut que sa victime ressemble, et donc on a déjà toute une description. Sauf que, malheureusement, personne n'a lu ces lettres, elles n'ont pas été contrôlées. Dans les lettres, il dit à Monique Olivier quelle est sa victime idéale, sur base des journaux qu'il regarde, des journaux télévisés qu'il regarde. Il voit qu'il y a un reportage sur un site archéologique, et puis il se rend compte que c'est dans telle région, et il va suggérer à Monique Olivier de se rendre là-bas pour faire du repérage et de voir un petit peu vers quelle victime on pourrait aller. Et il identifie une personne sur base des images qu'il voit, etc., etc. Isabelle Laville, ça va être sa première victime. Il sort en octobre 1987 de prison. Sa première victime est en décembre 1987. Donc très peu de temps après sa sortie. Si ces lettres avaient été lues, je pense qu'on aurait sollicité le parquet. Et en sollicitant le parquet, je pense que le parquet aurait pris des mesures de précaution par rapport à des intentions. Parce que les intentions, elles sont là, il les verbalise. Monique Olivier n'y répond jamais, c'est vrai, mais lui, il les verbalise. Donc on sait que c'est ça qu'il veut, quoi. Donc on imagine que c'est vers ça qu'il va aller. Et je pense que s'il y avait eu un contrôle et un procureur un tant soit peu scrupuleux, on aurait pu, en tout cas, anticiper certaines choses. Alors, on ne refait pas le passé, bien évidemment, hein, et on n'est pas là pour incriminer qui que ce soit. C'est en connaissant les conséquences qu'on peut dire ça, maintenant. Mais je me dis juste, quand même, que c'est effarant de ne jamais avoir lu ces lettres, et on a entendu tout et n'importe quoi hein, concernant ces lettres. On a entendu quand même des gens qui ont travaillé sur le dossier de manière très approfondie dire mais ces lettres, elles étaient complètement illisibles, donc personne ne pouvait les lire. L'écriture de Michel Fourniret, elle était illisible, personne n'aurait pu les lire. J'ai lu les 700 pages, j'ai aucun souci à décrypter l'écriture de Michel Fourniret. Je ne suis pas plus compétent que quelqu'un d'autre par rapport à ça. Simplement, c'était long, simplement, c'était redondant, simplement, c'était lourd, mais dedans, dans toute cette lourdeur, il y avait des éléments clés, fondamentaux. On va parler de leur fils, donc Selim. Il servait d'appât, tu nous l'as dit tout à l'heure, et lui aussi a été attrapé pour des faits d'agression sexuelle.
C'est un schéma qui se répète. Je ne connais pas le dossier, je ne l'ai pas expertisé, c'est toujours très, très délicat de se prononcer. Mais il faut se remettre dans le contexte et essayer de se placer dans la tête de ce gamin-là qui est quand même issu de parents qui ont commis les pires atrocités qu'on ait pu connaître en France dans des contextes de délinquance sexuelle et de meurtre, et dans des contextes de déviance extrême. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, ça doit être très compliqué de maintenir le cap, et il y a sans doute quelque chose qui fait que ça va déraper à un certain moment. D'ailleurs, dans son témoignage, dans le dernier procès, et quand il va s'adresser à sa mère, il est en visioconférence au moment où il est masqué, il est en visioconférence, il va s'adresser directement à sa mère, il va être très direct, il va lui dire Monique, parce qu'il ne l'appelle plus maman, avoue les choses. Qu'est-ce que tu as encore à perdre? Ta vie sera en prison, avoue les choses. Reconnais-les, permets à ces familles de faire le deuil, etc. Donc, on a quand même l'impression que c'est quelqu'un qui a pu élaborer les choses différemment et essaye, je crois, d'avancer comme il le peut, en traînant quand même un passé qui est quand même compliqué, quoi. Selim, il a servi d'appât de manière complètement abominable parce qu'en fait, on le trimballait dans la camionnette et puis le prétexte idéal, c'était de faire croire qu'il était malade. Donc ça, c'était vraiment quasi systématique. Notre fils ou mon fils est malade. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce qu'on peut trouver un médecin, etc. Alors, soit Monique Olivier était seule dans la camionnette avec son gamin où elle faisait croire qu'il était malade et Michel Fourniret attendait 300 mètres plus loin pour rentrer dans la camionnette pour éviter la méfiance des gens et des jeunes filles, parce qu'une mère seule avec un gamin malade, on a tout de suite beaucoup moins de méfiance, on va rentrer beaucoup plus facilement dans la camionnette, mais il attendait 200-300 mètres plus loin, il rentrait dans la camionnette, et puis à ce moment-là, c'est lui qui s'occupait du reste, quoi. Mais donc Selim a véritablement servi, effectivement, d'appât. C'est quelqu'un qui maintenant, en étant devenu adulte, a appris ça aussi. Quel rôle il avait joué sur le plan de son chemin psychologique et psychique, doit avoir du boulot. Et là, pour le coup, lui, il en est véritablement victime. Tu sais où elle en est, Monique Olivier, aujourd'hui? Donc elle est en prison, tu as eu des nouvelles d'elle? J'ai pas une nouvelle très récente. Sur le plan médical, elle va relativement bien. Elle vit son petit quotidien à la prison. Elle ne voit très peu de monde parce qu'elle est plutôt maintenue dans un isolement pour éviter les débordements, parce qu'effectivement, il y a toujours cette peur de débordement par rapport à ce qu'elle a commis par rapport aux autres détenus. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut qu'on lui foute la paix. Et je crois qu'en fait, son quotidien, c'est regarder ses petites émissions, faire les petits ateliers qu'on lui permet de faire à la prison. Et il y a quelque chose de très paradoxal et qui est peut-être un peu osé de ma part, mais à la prison, elle n'est pas toute seule. À la prison, elle n'est pas abandonnée. À la prison, elle voit du monde. Et donc, finalement, elle dit elle-même qu'elle ne veut pas sortir de là. Ça n'a jamais été un de ses objectifs. Alors, est-ce que la vraie raison, c'est parce qu'elle a conscience que les faits qu'elle a commis sont des faits abominables qui font que ça ne légitime certainement pas sa sortie, ou est-ce que c'est parce qu'elle se dit qu'elle est mieux là qu'ailleurs? C'est terrible, hein. Et Michel Fourniret est mort en 2021. Oui. Tu sais s'ils ont eu des contacts avant sa mort? Alors, Michel Fourniret et Monique Olivier n'ont plus de contact après le procès de 2018. Le procès de 2018, donc c'est la deuxième cour d'assises qui a eu lieu suite au meurtre de Farida Hamish. Farida Hamish étant la compagne de El Gouarch, le compagnon de cellule de Michel. Ceux à qui ils ont volé le château. Ceux à qui, effectivement, ils ont volé l'argent leur permettant d'acheter le château, effectivement. Ils n'ont plus eu de contact. Elle n'en voulait plus. Elle voulait plus le croiser. Et puis, il faut dire que lui, son état s'est quand même fort dégradé parce qu'il a développé la maladie d'Alzheimer. Et il y a une anecdote qui dit que lors de nouveau une reconstitution pour tenter de retrouver des corps, mais lui est déjà quand même fort abîmé par la maladie d'Alzheimer à ce moment-là, elle va un peu l'insulter parce qu'elle se rend compte qu'il est devenu très faible et très fragile en disant « mais quel con, il ne se souvient même pas ». Donc elle va véritablement un peu l'agresser comme si elle prenait le dessus enfin sur lui, d'une certaine manière. Toi, tu as été jeune quand tu as été amené à travailler sur ce dossier. Oui.
Comment tu as réussi après à faire ton travail sur des affaires qui étaient forcément moins médiatisées, moins lourdes? Oui, le métier d'expert, c'est un métier de passion. Hein. Parce que quand on est psychologue, on n'est pas formé pour être expert à la base. Et je dis toujours que quand on va faire de la psychologie clinique, de la psychothérapie, on est là pour vraiment une approche individuelle de la souffrance d'une personne. Quand on va faire de l'expertise, on est là dans une approche sociale, c'est-à-dire on va positionner quelqu'un par rapport à la société. Et ça, j'ai toujours trouvé ça super intéressant. J'ai toujours trouvé aussi très intéressant de ne jamais juger une personne. C'est très compliqué, ça fait partie de notre société, ça fait partie de l'être humain d'être tout le temps dans le jugement. Quand tu vois quelqu'un qui est accusé de faits de mœurs, où tu sais qu'il a commis des actes incestueux sur ses enfants, etc., le jugement, il est très facile. La condamnation, elle est là, d'emblée, à travers l'acte. L'expertise, en fait, elle sort de ça. Elle dit, bah non, c'est peut-être pas ça. Il faut peut-être que je comprenne qui. Et ça m'a toujours passionné. Et donc, Monique Olivier, c'était un gros dossier, mais tous les autres dossiers ont un côté passionnant dans leur subtilité, dans la fragilité humaine, dans ce qu'on est tous, et dans notre humilité surtout. Je crois que vraiment, ce qui permet d'entretenir la passion, c'est l'humilité, je crois. Qui a manqué à beaucoup, hein, d'ailleurs. Tu as écrit un livre, justement, Fourniret Olivier, chronique d'un échec judiciaire. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce livre? Ce qu'on y retrouve, c'est un petit peu ce que je viens d'expliquer, ce qui, moi, m'a marqué pendant ces 20 années de dossier. En fait, j'ai été plongé pendant 20 ans dans ce dossier. J'ai été plongé à ses débuts en 2004, et j'ai été replongé quand il y a eu un documentaire qui est sorti, un documentaire Netflix qui est sorti, où on m'a demandé de reparticiper, qui a réenclenché toute une série de choses au niveau des expertises. Et surtout, j'ai toujours gardé une amertume sur ce qui pouvait être dit et ce qui n'avait pas le droit d'être dit et d'être revendiqué. Et je voulais juste remettre l'église au milieu du village. Et à travers ce livre, j'essaye de remettre l'église au milieu du village, et j'épargne effectivement personne. Je n'épargne pas les personnes que j'estime ne pas devoir épargner. Mais mon objectif, c'est pas de condamner, c'est juste de dire voilà, selon moi, ce qui s'est véritablement passé dans ce dossier. Alors, le documentaire Netflix qui sort en mars 2023 va changer un peu le cours des choses par rapport à ce dossier Fourniret Olivier, puisque dans les images qui vont apparaître, certains experts qui n'ont absolument rien à voir avec le dossier à l'époque vont se rendre compte d'erreurs, à la fois d'erreurs judiciaires, mais d'erreurs réalisées par des experts, et vont le signaler à la justice. Justice qui va s'y intéresser et qui va dire, effectivement, il y a des choses là et des manquements graves qui ont été commis, ou en tout cas qui n'ont pas été réalisés. Et donc, du coup, il y a une nouvelle expertise qui va avoir lieu en 2023 et qui va rétablir la vérité sur qui est Monique Olivier. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de l'affaire, pour terminer? Les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Parce qu'elle est complexe quand même à comprendre, on peut en parler pendant des heures. Je ne sais pas si je veux qu'on retienne quelque chose. Je voudrais qu'il y ait plus de gens, comme par exemple la juge Kéris, qui sont des gens qui vont garder une objectivité énorme et qui vont essayer de comprendre sans condamner. Et ce dossier-ci, en fait, il n'a servi qu'à une chose, c'est à condamner et pas à trouver. Et pas à trouver les corps, pas à trouver la vérité, pas à essayer de faire preuve d'humilité. Et la justice, elle n'est pas toute puissante. C'est des humains qui jugent d'autres humains. C'est un grand théâtre, la justice. Si on pouvait un peu sortir de ce rôle théâtral, en ayant l'impression qu'on n'est pas tout puissant, mais qu'on est juste humble et qu'on va tous dans la même direction, je serais vraiment très content. C'était hyper intéressant, Gauthier. On aurait pu parler des heures, et peut-être une autre interview. Hein. Merci beaucoup, Lola, et merci surtout de m'avoir reçu et de m'avoir permis de partager finalement une passion qui est toujours là quelque part. À très bientôt, j'espère. Je l'espère aussi.